Bonjour, bienvenue sur cet épisode consacré au type 2 de l'énéagramme. On parle aujourd'hui avec Noëlla et Elsie. J'espère que cet épisode ça va t'aider à mieux comprendre et à mieux aimer et prendre soin des types 2. Et encore une fois, petit rappel, on n'a pas le droit de typer les gens. On n'a pas le droit, dans nos têtes, on a le droit de le faire, de toute façon, on peut pas s'en empêcher, mais on n'a pas le droit d'imposer un type à quelqu'un en disant « Oh, toi, t'es tellement type 2 ». Donc s'il te plaît, même si ce que dit Noëlla et Elsie te fait beaucoup penser à Tante Gertrude, n'envoie pas l'épisode à Tante Gertrude en disant c'est tout à fait toi. Par contre, tu pourrais lui envoyer l'épisode en disant que tu retrouvais certaines choses de ce que dit Noëlla et Elsie qui font penser à elle et voir si elle s'y retrouve aussi. Mais on n'a pas le droit de typer les gens. Je vous souhaite un bon épisode. Je lui en parle du centre du cœur. On commence par les deux. À la base, le secteur du cœur est motivé par un manque de valeur. C'est peut-être un manque chez les autres, un manque chez eux. Et la phrase qui explique un peu la tendance globale des gens, c'est « regarde-moi ». Donc c'est toujours, il prend le temps de focaliser de comment les autres les regardent. Mais les trois sont bien sûr différents. On parle aujourd'hui de deux. Et motivation primaire de deux, c'est la voix qui dit « j'essaie d'être vu comme altruiste ». Donc, comment j'aide les autres. Motivation secondaire, j'essaie de ne pas être vu comme égoïste. Si tu dis à un d'eux, t'es égoïste, ça les détruit. Et encore, les motivations sont pas toujours actives. Ils essaient d'éviter les choses comme être égoïste, vu comme égoïste. Il peut être égoïste à la fin, mais d'être vu comme égoïste, c'est pas bon chez les deux. Le mouvement d'énergie, c'est toujours autour de l'image de soi. Et c'est l'énergie qui passe chez eux vers les autres. Donc c'est une direction d'ailleurs. Ou contre, c'est toujours dans le sens d'extérieur. À cause de ça, c'est intéressant parce que les deux n'est pas toujours conscient de leur image qu'ils projettent. Donc, c'est pas qu'ils se concernent avec leur image parce qu'ils ont trop concerné chez les autres. Et soit bon, soit mal. Mais ils sont pas conscients de leurs propres besoins. Donc, ça c'est important pour les deux. Vision positive, le cadre de focus pour les deux, c'est vision positive. C'est-à-dire, les tendances sont d'avoir un regard positivement sur le monde, sur tout qui est à l'extérieur. Par exemple, c'est à eux d'aider les gens en crise et ils pensent le meilleur des gens qui sont en crise. Ils n'imaginaient pas que cette personne est la cause de crise. Donc non, ils n'ont pas fait, non c'est bon, c'est excellent, non, ils pensent le meilleur pour, qui est dans un sens très bien, mais dans l'autre sens, ils ne regardent pas dans le meilleur réalisme de ce qui se passe. Très bien, aujourd'hui on est sur un épisode exceptionnel puisque nous avons deux femmes qui répondent aux questions sur l'énéagramme. Je ne sais pas comment les types 2 se sentent avec le fait d'être un épisode unique parmi les autres. Je sais que si les types 4 étaient en situation d'unicité, ils seraient très contents. Je ne sais pas pour les types 2. Mais donc aujourd'hui on parle avec Noëlla et Elsie. Je suis très contente de vous accueillir. Et donc je vous propose de vous présenter pour commencer. Elsie, qui es-tu ? Merci beaucoup Sophie, ça fait plaisir de se retrouver ici. Et donc Elsie Pommier, je suis passée dans la catégorie des trentenaires il n'y a pas si longtemps. Je travaille dans la mode, pour faire bref parce que c'est très très large. Et puis je suis indépendante, donc en conseil en image professionnelle et j'interviens dans des écoles pour parler justement de c'est quoi le vêtement. Et puis d'ailleurs, c'est le sujet de mon podcast Qu'est-ce que la mode. J'aime trop réfléchir aux vêtements comme objet qui encourage à aller vers l'autre. Voilà, c'est un peu le fondement de mon activité professionnelle. Trop bien. Merci Elsie. Et toi Noëlla, qui es-tu ? Bonjour Sophie et Elsie. Moi je suis Noëlla Houdin et en fait je travaille en milieu associatif depuis 26 ans maintenant et depuis 9 ans je coordonne donc l'équipe de responsables de l'association Agapé Campus à Lyon. Donc c'est une association protestante parmi les étudiants et voilà, on cherche à encourager les étudiants. Donc moi j'aime
J'aime beaucoup être en lien avec les gens et prendre soin d'eux et les aider à s'épanouir, à se découvrir, à créer du lien entre eux, alors que ce soit les étudiants ou peut-être plus largement aussi. Trop bien. Et Noëlla est ma big boss préférée dans le monde entier même, je dirais. Parce que j'en ai eu qu'une, ça va, je peux dire ça et personne n'est vexé. C'est facile à dire. Donc on est là pour parler Ennéagramme et pour parler de qu'est-ce que ça fait que d'être quelqu'un de type 2 dans l'univers. Donc comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'Ennéagramme? Moi, c'était il y a 5 ans, j'ai suivi une formation à l'accompagnement spirituel et dans le cadre de cette formation, cet outil était présenté. Donc, c'est là que je l'ai découvert. Et puis, donc, du coup, comment j'ai découvert mon type? En fait, dans la formation, il fallait qu'on lise, qu'on lise les 9 types et qu'on voit où on se reconnaissait. Et du coup, j'ai lu et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon type dans un premier temps parce que en fait, je me reconnaissais dans différents types. Et puis moi, j'avais pas tellement conscience que j'étais quelqu'un d'émotionnel, donc je cherchais plutôt du côté des types mental ou instinctif et j'arrivais pas et tout ça. Donc je suis allée voir la formatrice. Elle m'a posé quelques questions et puis ensemble, on a défini qu'en fait, je devais probablement être de type 2. Et donc, je suis sortie de cette formation en disant, bon, ok, je pense que je suis de type 2 parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui me correspondaient dans cette description. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai eu vraiment la confirmation parce que j'étais en lien avec une personne à ce moment-là qui s'était cassé le bras. Et du coup, elle avait beaucoup de besoins et je me suis décarcassée pour lui rendre service, pour l'aider dans son processus de guérison et de vie, quoi, tout simplement. Et puis petit à petit, en fait, mon mari me disait attention parce que là, je pense qu'elle prend trop de place. Hein. Tu es en train de te faire manipuler là. Il y a trop de, elle prend trop de place. Et je me rendais compte que j'organisais toute ma vie autour d'elle pour pouvoir lui rendre service, pour pouvoir l'aider. Voilà, moi, je tenais pas compte de mes besoins à moi, mais juste de ses besoins à elle. Enfin, juste, je faisais ma vie aussi, mais elle avait pris vraiment beaucoup de place. Enfin, voilà, je voyais que j'étais vraiment dans une spirale et je m'en sortais pas. Mais le fait de prendre conscience que j'étais du type 2, ça m'a aidé en fait à prendre du recul par rapport à cette situation. Et puis bon, il s'est trouvé que à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait vraiment un problème, enfin que cette personne me mentait. Donc du coup, ça m'a aidé à sortir de cette spirale. Mais pour moi, c'était dans les quelques semaines qui ont suivi ma formation et ça a vraiment appuyé le fait que oui, j'étais vraiment de type 2. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir que l'énéagramme, comment ça aide à éclairer les choix qu'on fait dans nos vies ou les situations de nos vies. Parce que peut-être qu'avant, on les aurait pas lus de la même manière, mais si on a la connaissance de l'outil, on peut dire « Ah, en fait, c'est pour ça que j'agis comme ça » ou « Ah, mais ça, j'ai toujours fait ça dans ma vie, mais je m'étais jamais dit que c'était un problème. » ou que voilà. Voilà, c'est ça, c'était juste naturel, quoi. Mais voilà, ça aide à prendre de la distance. Ouais. C'est ça. Et à faire des choix du coup plus déterminés, quoi. Et pas que ce soit l'autre la solution de nouveau. C'est ça. Oui. Et toi, Elise? Moi, c'était en discutant avec un ami sur mes dernières grosses prises de conscience, sur mes intentions, de ce qui m'animait, ce qui animait en fait mes choix, mes décisions, mes façons d'être avec les autres. Puis il me fait, mais t'as déjà entendu parler de l'anéagramme? Je fais non, c'est quoi ce truc? et puis en fin de compte, il me parle d'un bouquin, puis il me le prête. C'est La sagesse de l'anéagramme de, alors avec l'accent anglais, Don Richard et Ross Hudson. Et c'était super riche. Du coup, j'ai pu lire, j'ai pu faire les tests et beaucoup lire aussi. Et en fait, ça m'a donné une grille de lecture. C'était vraiment un outil qui a confirmé beaucoup de prises de conscience, beaucoup de notions que je
savait de moi, de mes fonctionnements. Et ça m'a rassurée, en fait, parce que je me suis dit, ah ouais, mais ok, j'ai quand même une bonne conscience de qui je suis, de comment je fonctionne. Par contre, je craignais toujours d'être trop méchante envers moi-même. Puis j'avais plein de gens qui me disaient, non, mais t'es trop dur avec toi-même et tout. Donc j'essayais de me calmer et tout ça et de me dire, bon, mais non, arrête de te juger toute seule et tout ça. Et en fin de compte, non, ça m'a permis d'éclaircir vraiment un peu plus mes intentions que j'étais en train de découvrir, en fait, l'intention profonde de mon cœur et ma façon de fonctionner, d'être avec les autres. Ça m'a permis d'avoir aussi une autre lecture sur mon histoire de vie, parce que je me suis toujours dit, mais moi, je suis collective. J'ai grandi en communauté. Ça a marqué mon histoire, ça a marqué mon identité. Je suis comme ça et je serai toujours collective. Mais j'avais pas vu aussi les mauvais côtés de ça. Et Noëlla, je me retrouve, mais moi j'étais, enfin dans ce que tu disais, mais moi c'est constant et ça, maintenant ça commence depuis quelques années, ça commence à se réguler, mais j'étais toujours constamment vers l'autre, pour l'autre, tout faire pour l'autre, ensemble et tout ça, mais quitte à m'oublier. Et ça, j'avais pas vu en fait. J'avais pas vu la double face, le côté sombre, on va dire, de ce fonctionnement. Et c'est en discutant avec des amis, du coup, après j'en ai discuté avec ma mentor, qui elle connaissait aussi cet outil. Et elle me disait, alors c'est quoi ton type et tout? Et puis je lui dis, bah type 2. Ah bah oui. Genre, mais t'aurais pas pu me le dire un peu avant ou ça m'aurait peut-être aidé. Non, mais c'était cool. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis voilà, c'est un nouvel outil parmi d'autres pour dans ma grille de lecture et dans mon introspection. Wow. Un bel outil d'introspection, en effet, l'énéagramme. Ah ouais. Stylé. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être de type 2 et d'être vous-même? Ben, c'est l'idée de l'autre, en fait. Le concept même de l'autre qui est énorme, qui est gigantesque, qui est magnifique. Et ça fait que on pense toujours collectif, humain, humanité, en fait. Et du coup, tout prend une autre échelle. Tu prends une échelle extraordinaire parce que, en fait, ça questionne l'individualité, c'est sûr. Mais à chaque fois, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu réfléchis, tu as toujours l'échelle. Enfin, en tout cas, moi, mais moi, en tout cas, j'ai tout le temps l'échelle collective. En premier. Alors, avant, c'était que ça. Maintenant, c'est en premier. Et donc, maintenant, ça commence à s'équilibrer entre l'échelle collective et individuelle. Mais c'est que, voilà, on est tout le temps tourné vers l'autre et du coup, ça provoque la conversation. Entre amis, tu es toujours à faire interagir les autres, les uns avec les autres, ou à faire converser des gens qui, ce serait improbable qu'ils discutent ensemble, tu vois. Mais t'es le trait d'union, en fait. Je sais pas, Noëlla, peut-être que ça te parle, mais oui, moi, j'aime complètement. trop ça. Et voilà, tu penses collectif, tu penses voilà, que ça bénéficie à tous. Voilà, tout le temps, en fait. Oh. Oui, non, c'est vrai. Je vois Noëlla qui fait des grands gestes d'affirmation. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, moi, quand je peux mettre en lien deux personnes qui se connaissent pas, mais où j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient correspondre, mais qui se connaissaient pas, j'adore ça, quoi. Quand j'entends qu'il y a un besoin quelque part et que quelqu'un d'autre pourrait y répondre, ah, mais c'est génial, je peux mettre ces personnes ensemble. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, chercher un peu, j'ai l'impression que on arrive à percevoir un petit peu les besoins ou à entendre les besoins des autres, et puis voilà, essayer d'y répondre et leur rendre la vie meilleure, quoi, quelque part. Et puis pour moi, c'est aussi en tant que chrétienne, c'est une façon d'aimer j'aime le fait que voilà, de répondre aux besoins des autres, d'être là pour eux, de connecter vraiment avec eux, c'est une façon d'aimer mon prochain, comme nous le demande Jésus, et d'être là pour l'autre. C'est quelque chose qui est juste naturel, quoi. Ça me demande pas un effort, ça se fait naturellement. Oui, justement, je voulais revenir sur aime ton prochain. J'aime trop. Alors, c'est le truc qu'on apprend et moi qui m'anime, aime ton prochain comme toi-même. Mais souvent, comme tu l'as dit, Noëlla, c'est aime ton prochain qui reste dans nos têtes. Enfin, qui reste, en tout cas, moi qui est resté dans ma tête, et c'était aime ton prochain. Aime ton prochain. Mais en fait, j'ai loupé le comme toi-même, en fait.
pendant longtemps, j'avais pas capté ça. Et ça veut dire quoi? Et pendant ces dernières années, je me suis dit, mais c'est un, aime ton prochain, deux, comme toi-même, ou un, comme toi-même, tu t'aimes, et deux, tu pourras aimer l'autre. En fait, non, c'est aime ton prochain comme toi-même. Du coup, il faut équilibrer le truc, quoi. Et Ouais. c'est vraiment ça. Ouais, moi, c'est ce credo aussi qui m'attire et qui m'anime. Et le truc aussi, c'est que juste, ben, t'as le filtre de Dieu, quoi, qui vient justement équilibrer et te donner la bonne plateforme, tu vois, entre aime ton prochain et aime-toi toi-même, tu vois. C'est trop bon. Trop beau. Trop bien. Du coup, le but de cette série, c'est de nous rappeler qu'on est tous différents les uns des autres. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas comme vous? En fait, j'ai pas énormément de choses à dire. Enfin, pour moi, chaque personne a des points forts, des points faibles. Et ce que je trouve génial, c'est que justement, on se complète, quoi. Et c'est pas parce que nous, peut-être, on a une sensibilité un peu plus forte aux besoins des autres et à vouloir y répondre, que forcément, enfin, qu'on est meilleur ou qu'on est moins bien. Enfin, on apporte quelque chose. Et puis, je pense que les autres types apportent d'autres choses. Et en tout, on se complète, quoi. Donc, en fait, ouais, j'ai pas quelque chose de spécifique à dire par rapport à ça. Moi, je suis un peu plus à l'heure virulente, je crois. Comme on le sait, voilà, le type 2, c'est celui qui est toujours vers l'autre. Et moi, j'étais en train de me... Quand tu m'as envoyé cette question, je me suis dit, mais j'avais envie de dire, arrête de penser à toi. C'est à l'autre, en fait. Arrête de penser qu'à toi. Et dans le sens où, en fait, sois justement individualisé parce que pense collectif aussi. Et parce qu'en fait, on est ensemble. Et parce que moi aussi, il faut que je pense aussi à moi, mais je galère. Du coup, si tu penses que à toi, moi, je vais compenser encore plus à toujours penser collectif. Et du coup, je vais encore plus m'oublier. Et donc, tu auras beau me dire, ah, Elsie, alors et toi, pense un peu à toi. En fait, ça va m'énerver encore plus, j'avoue, parce que je me dis, mais c'est être ultra égoïste, parce que qui pense collectif? Qui pensera collectif, en fait? Voilà, c'est un peu mes réflexions. Du coup, c'est pour ça que j'ai été très longtemps virulente quand on m'a dit, Elsie, pense à toi, il faut aussi que tu te reposes. Prends soin de toi. Prends soin de toi. J'étais un peu ça dans ma tête, cette voix-là. Tu vois? Et parce que je me suis dit, voilà, mais si tout le monde était comme ça, la société, elle n'existe plus, parce qu'une société, c'est une assemblée de personnes, c'est un collectif. Donc, on est obligé de penser à l'autre à un moment donné. Et puis, la deuxième chose, parce que moi, je me décarcasse, comme tu le disais, tu témoignais, Noëlla, tout à l'heure, je me décarcasse à aider l'autre. Et pour aider l'autre, en fait, je veux juste aimer l'autre, apprendre à aimer l'autre. Et ce que je dirais à celui qui a envie de s'intéresser à ces personnes-là, ces personnalités-là, c'est dis-moi, explique-moi comment t'aimer, en fait. Parce que si tu me le dis pas, je vais tourner, puis quitte à saouler, ou peut-être à envahir des fois, sans le vouloir, hein. C'est vraiment... et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait un mauvais côté, parce que mon intention, au fond, c'est juste aimer, tu vois. Et du coup, c'est être avec l'autre. Il y a plein de façons d'aimer. Du coup, moi, je vais utiliser plus facilement ma façon d'exprimer mon amour et mon amitié, mon affection, mais ça va peut-être pas correspondre à la personne qui est en face de moi. Donc, en fait, viens, explique-moi ou partage-moi, fais-moi vivre des temps à une personne ou à un groupe de personnes. Dites-moi comment on est bien ensemble, en fait. Et comment tu te sens, tu ressens mon amitié. Parce que sinon, je peux envahir, quoi. Merci de partager ça parce que ça aide. Moi, je suis pas 2, mais j'aurais eu envie de dire la même chose que toi, Elsie. Genre, si je devais dire aux gens qui sont pas 2, c'est en fait, prends soin des 2 dans ta vie parce que ils vont pas forcément d'eux-mêmes te dire qu'ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et arrête de penser qu'à toi, j'aime bien. Je le reçois et je l'accueille comme ça, c'est beau. C'était pas du tout méchant, voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai que surtout les types 4 qui sont très tournés vers eux-mêmes, entendons-le, les 4. Arrête de penser qu'à toi. On est gentil avec tous les types. Non, on est gentil.
Ok, alors du coup, vous avez partagé un peu quelques difficultés d'être de type 2. Et comment est-ce que vos amis vous aident dans ces difficultés-là? Pour moi, comme justement j'ai tendance m'oublier, à m'effacer, un peu comme dit Elsie aussi, j'apprécie quand mon mari ou mes amis m'aident à plus prendre conscience de mes besoins, de mon ressenti, de ce que moi je vis. Puis voilà, ça m'aide, qui me posent des questions, qui s'intéressent à moi et à mes besoins, à mon ressenti, ça m'aide vraiment. Et puis aussi, peut-être en référence à l'expérience que j'ai vécue il y a quelques années, peut-être vu qu'on a tendance naturellement à rendre service, peut-être ne pas abuser de cette force, mais qui peut-être pour nous est aussi une faiblesse si ça va trop loin. Donc voilà, enfin, garder les limites, quoi. Et m'aider, moi, à garder les limites aussi. Quand, voilà, ne pas abuser de ça. Et bon, maintenant, je suis quand même plus vigilante. Depuis que j'ai vécu cette expérience, ça m'a vraiment marqué. Donc, du coup, maintenant, je suis quand même plus vigilante et je me protège plus. Mais bon, voilà, le risque est encore là. Parce que bon, comme on réagit instinctivement, voilà, on voit un besoin, instinctivement, on veut y répondre. Et du coup, maintenant, j'essaye, moi, de garder un peu plus de distance et de ne pas réagir instinctivement. Mais voilà, peut-être que les amis peuvent aussi nous aider dans ce sens-là, quand ils voient qu'on se charge trop ou qu'on prend trop à cœur les choses. Voilà, peut-être sans nous blâmer ou nous prendre de haut, mais peut-être en venant nous prendre là où on en est et nous aider à dire mais est-ce que là c'est pas un peu trop, ou est-ce que tu peux prendre un peu plus soin de toi, mais de la bonne façon, en le disant de la bonne façon. Oui, en disant de la même façon, c'est ça. Aussi, pour moi, c'est un peu des fois enfin pas une fuite, mais un automatisme, mais ça peut devenir une fuite d'être dans le faire et d'être toujours à faire des choses pour voilà, organiser, pour rendre service, pour faire plein de choses, enfin être avec les gens, mais plus dans le faire. Et pour moi, je pense que mes amis, s'ils veulent m'aider, c'est m'aider plus à être et à moins faire, en fait. Je pense que là, moi, j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là. Bon, et j'ai progressé déjà toutes ces dernières années, mais quand je suis dans cet engrenage du faire, j'apprécie que mes amis m'aident à être plus dans le être que dans le faire. Ouais. Ouais, mais clairement, j'appuie tout ce que tu dis, Noëlla. Et c'est vraiment ça. Enfin, être ne peut rien faire sans faire, et faire sans être, c'est inutile aussi. Et du coup, de nouveau, c'est une question de tension, de justesse. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'action, dans le faire, et moi, je me disais, mais je suis dans une personne d'action, je suis comme ça, et en fin de compte, c'est justement suite à des différentes situations, dont professionnelles, qui font que à 25 ans, j'ai eu les mêmes problématiques que mes copines qui étaient dans la mode, en grosse industrie et tout ça, alors que moi j'étais dans une asso humanitaire, dans un atelier, j'étais responsable d'atelier, donc j'étais dans un truc normalement plus serein et tout ça, et en fait j'ai eu les mêmes problématiques de santé qu'une personne qui bossait aussi dans la mode, mais à une échelle, sans respecter ses valeurs humaines et tout ça, la fast fashion, tout ça quoi. Et en fait, je me suis dit, il y a un problème, et c'est juste que je prenais beaucoup trop tout à cœur, et justement, il y avait l'action, mes missions personnelles en tant que styliste et chef d'atelier, mais il y avait aussi toutes les situations personnelles. Je bossais avec des bénévoles, des salariés, des personnes, des volontaires qui étaient des petites grand-mères qui venaient de Syrie. Enfin voilà, donc il y avait tout l'aspect social aussi qui me touchait. Et en fait, tu peux pas avoir un atelier de confection sans avoir une bonne équipe. Donc, et je pouvais pas obliger les bénévoles aussi à des horaires spécifiques. Les salariés, oui, tu vois, mais les bénévoles, non. Donc, il fallait qu'ils se sentent bien pour se dire, ben voilà, Elsie, tu me dis que je suis forte à la coupe, ben vas-y, quel jour on sait, et ben je viens. Et du coup, j'ai donné mes corps et âme pendant 2 ans, et quitte à justement à tomber malade, quoi. Et c'était problématique parce qu'il y avait personne justement autour de moi. Je cherchais mes responsables ou d'autres personnes, des vis-à-vis en interne, mais c'était
il y avait personne du secteur en fait, donc j'étais super libre, voire trop libre, et je me suis perdue. Et en fait, c'est justement des amis qui ont vu ma tête et on me dit bah, là vraiment, là en fait mon corps ne pouvait plus cacher que j'allais pas bien. Moi, je me disais, non, mais Elsie, quand même, t'es avec les autres, tu bosses dans la mode en plus avec tes valeurs, tu peux pas te plaindre, c'est énorme. Et en fait, physiquement, vraiment sur mon visage, ça se voyait, j'avais des problèmes justement sur ma peau, tout ça. Et là, mes potes, ils m'ont dit, mais mes potes, dont mon frère, me disait, mais là, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, d'avoir des personnes qui m'ont rejoint et qui m'ont aidé à me questionner. Parce que je me questionnais beaucoup, mais je répondais mal en fait aux questions. En quelque sorte, l'introspection était biaisée. Et donc, ça m'a aidé vraiment d'avoir justement ces personnes qui sont venues me questionner, me dire, mais plus que comment ça va en fait. Là, ils m'ont dit, ça va pas en fait. Et ils étaient là dans le silence ou en disant, ben, qu'est-ce qui se passe? Et pas en essayant de solutionner à ma place. Parce que normalement, ça, c'est mon rôle, tu vois. Donc, me prends pas trop vite parce que sinon, ça va être trop dur et je vais pas accepter ton aide. Et c'est juste, ben, voilà, me questionner, être là avec mon questionnement. Donc ça, c'est par rapport à cette situation. Puis après, de manière, ça c'était il y a quelques années maintenant, hein, mais ça m'a vraiment marqué. Et comment mes amis m'aident aussi, c'est quand ils ont commencé à refuser aussi mes propositions d'aide, me dire non. Ça a été super violent les premières fois. Ben, tu sais, quand t'es amis, t'es ado, tout ça, on a un peu tous le même mode de vie, le même temps, les mêmes plannings. Et puis après, on grandit, on devient professionnel et on a nos plannings, nos familles qui font que il y a des divergences. Et donc, t'es plus dans le même truc et il y a eu des refus. Enfin, et, et ça a été super dur d'entendre ça. Ça a été super dur de pas pouvoir aussi aider. Par exemple, je sais pas, une amie sur Paris, moi je suis sur Lyon, je peux pas, tu vois. Et elle me disait, mais non, tu vas pas prendre le train pour m'aider à déménager. Enfin bref, des trucs où pour moi c'était tellement normal. Elle me dit, ben non, en fait. Et refuser mon aide, dans l'amitié, hein, dans l'amour, ça m'aide toujours. Je dis pas ça m'a aidé, mais ça m'aide grandement encore aujourd'hui. C'est fou. Parce que ça te rappelle que t'es aimé même quand t'aides pas. Exactement, quand je suis pas dans l'équipe, quand je suis pas dans le mouvement collectif ou quand je suis pas dans l'événement, quand je suis pas visible non plus. Donc pour aimer quelqu'un de type 2, il faut lui dire vas-y, je veux pas de ton aide, mais je t'aime. Mais je veux pas de ton aide parce que t'as besoin de te reposer, mais je t'aime. Mais pas aujourd'hui. Je sais pas, Noëlla, je sais pas si ça te parle aussi, mais ouais, c'est ça un peu. Oui, non, mais c'est vrai d'arriver à ne pas être que dans cette relation de service, en fait, arriver à, oui, à être dans une relation gratuite. Et du coup, c'est vrai que, enfin, pour moi, ça reste compliqué, quoi. Mais c'est vrai que ça aide vraiment si les gens, ouais, un petit peu comme je disais tout à l'heure, n'abusent pas, mais même sans abuser, il y a un engrenage, quoi, en fait. Et bon, voilà, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut garder des espaces où il n'y a pas d'utilité. Exact. On ne demande pas à ce que la personne elle soit utile, ni dans tu vas m'aider à résoudre mes problèmes en discutant, ni dans tu vas m'aider à déménager ou j'ai besoin que tu m'aides à faire la cuisine ou je sais pas quoi. Mais être dans un truc, il n'y a pas d'utilité dans ce temps-là, juste d'être ensemble et de partager un moment. Quoi. Ouais, c'est pas juste faire comme vous le dites, c'est être utile. C'est de voir le bénéfice collectif ou pour l'autre qui nous anime et qui fait que des fois on s'oublie totalement et d'arrêter de nous dire je suis utile donc je suis en fait. Oui, c'est ça. C'est super dur. Être dans le silence, être dans l'ennui ou retrouver l'ennui. Avant, par exemple, quand j'étais étudiante en art appliqué, j'aimais trop m'ennuyer, mais m'ennuyer créativement. Et petit à petit, quand j'ai découvert l'activité, quand j'ai tout découvert, le monde professionnel et tout ça, je me suis dit, waouh, mais je me suis embarquée, mes corps et âme, parce que je voyais l'utilité et je savais plus m'ennuyer. Donc ces dernières années, j'apprends aussi à avoir ce vide d'action, en quelque sorte, d'activité tournée vers l'autre, mais aussi juste pour moi-même. Et donc, j'apprends aussi à me reposer toute seule. C'est quoi se reposer? En fait, c'est quoi se reposer? C'est compliqué. Et ça, je crois que c'est pas que pour les types 2. Oui, bon. Je crois aussi. Mais... Je confirme. Trop beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire aux gens qui connaissent des types 2 sur comment est-ce qu'ils peuvent vous aider
ou aimer les types 2 dans leur vie. Ouais, c'est savoir laisser son ami seul. Ça peut être super violent dans certaines relations, ou même professionnelles, hein. C'est nous laisser seuls. Parce que c'est super dur de... Même si on le sent au fond de nous, quand on a un discernement ou un apprentissage, une connaissance de nous-mêmes, on sait qu'il faut faire ça seul ou qu'il faut être seul à ce moment-là, mais c'est super dur de l'assumer. En tout cas, à moi. Peut-être que quand j'aurai 70 ans, ce sera plus facile. Mais ouais, laisser seul, tout en aimant, c'est ça qui est... Après, ça, c'est la manière de le faire, c'est reste unique. Chaque amitié est unique, chaque relation professionnelle est unique, mais ouais, oser être seul, sans communication, des fois pendant une semaine, un mois, ça veut pas dire que je suis pas aimée en fait de la personne. Et moi, du coup, ça m'obligera à dire et à croire et à que je suis aimée de cette amie. Et c'est juste découvrir aussi d'autres façons que l'autre m'aime, d'autres façons qu'il va pouvoir exprimer. Trop beau. Laissez-le seul. C'est vrai que c'est intéressant parce que je pense pour la plupart des gens, ce serait pas une manière d'aimer quelqu'un de le laisser tranquille. Mais en fait, là, c'est un peu un sevrage d'utilité, quoi. Oui, c'est ça. Tu nous laisses pas tranquille parce que c'est pas tranquille d'être tout seul. C'est nous laisser seuls. Pour rester neutre, c'est plutôt nous laisser seuls. L'expression nous laisser tranquille, franchement, moi, en tout cas Noëlla, je sais pas, mais moi je suis pas tranquille, hein. Quand je suis toute seule pendant longtemps, ça a été super dur. Mais là, ça va mieux, tu vois. Mais nous laisser tranquille, je nuance cette expression. Le fait d'être laissé seul, dans un sens, ça nous force à faire face à nos propres besoins et à rentrer dans notre bulle à nous, au lieu d'être tourné toujours vers l'extérieur, à voir ce qui se passe, les besoins des uns et des autres. Là, c'est une façon de prendre soin de soi, et c'est vrai qu'on a besoin de ces espaces-là, c'est vrai, d'avoir du temps juste pour nous, même si on fait rien de spécial. Mais moi j'aime prendre ce temps de connexion avec moi-même, de rentrer dans ma bulle et d'écrire, pour moi c'est vital d'avoir régulièrement du temps seul, justement pour prendre soin de moi. Ouais. C'est exactement ça. Et puis donc, pour appuyer aussi ce qu'on disait au tout début, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est sur le même niveau. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de numérotation. C'est pas 1, aime ton prochain, et 2, aime toi-même, aime-toi toi-même, ou inversement. Donc ça, ce serait un bon conseil pour les deux, pour les types 2, mais aussi pour les autres. Ouais. J'avais entendu une type 2 qui partageait dans un podcast que sa thérapeute lui avait dit justement de prendre du temps avec elle-même. Et donc, ça m'avait beaucoup frappé ce qu'elle témoignait, parce que je me retrouvais pas du tout. Donc, peut-être vous allez vous retrouver. Donc, elle se forçait, elle était dans son salon, elle se forçait à être toute seule, elle avait enlevé son téléphone et tout pour juste être avec elle-même. Et en fait, elle a commencé un peu à être en panique parce que du coup, elle n'était pas utile, quoi. Et là, elle voit la plante et elle se rend compte que la plante a besoin d'eau. Donc, elle arrose la plante. Puis, elle retourne s'asseoir et en fait, là, elle réalise que, en gros, elle avait pris soin du seul truc qui avait besoin d'être pris soin dans la pièce où elle était. C'était la plante, quoi. Et ça l'avait vraiment marqué. Et moi, quand j'écoutais ça, je me disais, ah oui, mais c'est vrai que il y a une tension permanente de dire il faut que je fasse quelque chose. Si je fais pas, je suis en train de louper la mission de ma vie, quoi. Et j'avais trouvé ça frappant. Mais dans les moindres détails, là tu parles d'une plante, mais laver le sol, faire la vaisselle, il y a toujours un bénéfice pour l'autre, encore plus. Moi, c'est pour ça que je craignais, par exemple, là je suis venue pour la première fois, on va dire en vraie colocation, parce qu'avant j'ai vécu en communauté et tout ça, et après j'ai eu 4 ans toute seule, non 5 ans toute seule dans un appart. Je me suis dit, oh là là, ça va être violent de cohabiter en quelque sorte. Et parce que le moindre chose que tu fais, va bénéficier à l'autre ou pas. Et donc, je réfléchissais constamment à l'autre. Et puis, les filles, elles m'ont dit, mais Elsie, t'as le droit aussi de fermer la porte et d'être toute seule. Et de donner l'autorisation aussi. Parce que c'est ça aussi. On ne s'autorise pas à rester seule sur le canapé, tranquille, ou à lire, ou à dessiner. En fait, de recevoir l'autorisation, parfois, c'est un peu
le palier entre deux. Que l'autre te dise, vas-y, en fait, pose-toi, installe-toi. Ouais. Je mets un timer. Ouais, je reviens dans 1 heure et pendant 1 heure, tu ne fais rien. C'est ça, mais limite, c'est un ordre. C'est pris des fois comme un ordre, mais en fait, c'est un vrai soin pour nous. Ouais, c'est fou. Trop bien. Du coup, vous tenez redevable de vos temps perso. Si on est assez amis avec vous, on peut vous dire t'as pris du temps toute seule récemment, tout ça. Ouais, c'est vrai. Ne faisons pas ça avec n'importe qui. Hein. On n'est pas là pour fliquer les gens qu'on ne connaît pas trop. Mais si la personne, elle nous donne autorisation, on peut lui dire je compte sur toi pour prendre ton temps seul parce que tu en as besoin cette semaine et je te demanderai si tu l'as fait. Ouais, exact. Est-ce que vous avez des choses à dire pour encourager les autres d'eux? Peut-être déjà, bon, on l'a un peu déjà dit, mais apprendre à être dans des relations gratuites, quoi, égal à égal, dans le sens qu'on n'est pas toujours obligé d'être là pour rendre service à l'autre. Donc, pour moi, je continue d'apprendre ça et je pense que ça peut être utile de réaliser qu'il n'y a pas que rendre service, il n'y a pas que les besoins des autres qui comptent. Et qu'on peut juste prendre plaisir à la relation, mais gratuite, quoi. Et puis prendre du temps pour connecter, quoi, avec nos propres émotions, nos propres besoins, et peut-être faire venir à la conscience, quoi, un peu nos fausses croyances, nos vraies croyances, mais enfin les choses qui nous dirigent dans nos actions automatiques. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de rendre service à telle personne? Enfin, qu'est-ce qui nous motive vraiment au fond? C'est quoi qui nous pousse à le faire? Enfin, je pense que c'est bien de temps en temps de creuser et de voir ce qui se passe à l'intérieur et de pas juste fonctionner en mode automatique. Parce que du coup, si on fait ça, si on prend conscience de ce qui se passe, on sera plus vivant, plus présent et plus capable de vraiment aimer, de vraiment aider la personne, mais sincèrement avec une bonne motivation, quoi, et pas juste un réflexe automatique de vouloir aider à tout prix. Et puis peut-être aussi, pour moi, je dirais aussi apprendre à ne pas dépendre du retour des autres, parce que bien souvent, enfin moi, je suis stimulée quand je rends service et quand les gens sont très contents de ce que j'ai fait. Et voilà, ça me fait entrer un peu dans un engrenage. Oui, ils ont aimé, donc je vais continuer. Arriver à ne pas dépendre du retour des autres. Et que c'est pas parce que, s'il n'y a pas de retour, ça veut pas dire qu'on n'est pas aimé ou qu'on n'est pas utile. Et voilà, arriver à ne pas dépendre de ça. Trop beau. Ouais, c'est juste, c'est vraiment juste ce que tu dis, Noéla, merci. Moi, je réfléchissais aussi, pour compléter. Tout à l'heure, on parlait de trait d'union. On aime être justement ces personnes qui mettent en lien et tout ça, et être l'intermédiaire en quelque sorte. Et puis, du coup, moi, je suis chrétienne et je crois que justement Dieu nous révèle toute notre singularité et nous apprend justement à nous aimer les uns les autres. Et moi, c'est une invitation. Je me dis, est-ce que ça te dirait d'inviter Dieu à être cet intermédiaire, être ce trait d'union entre toi et les autres, au lieu d'être toi tout le temps le trait d'union entre les uns et les autres. Et moi, je me parle à moi-même, c'est en discutant cette fois-là, c'est trop, enfin, c'est vraiment maintenant là que je me dis, mais on a parlé de ça, ouais, c'est tout frais dans ma tête, du coup, je me prêche à moi-même. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ça, et je me dis, ouais, ok, je vais passer un temps avec Jésus tout à l'heure, quoi. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est Dieu qui est, enfin, c'est Dieu incarné en Christ, donc Jésus qui est le vrai intermédiaire entre nous et nous-mêmes, entre nous et Dieu. Et ouais, et c'est surpuissant en fait. Et nous, ça nous remet à notre place, ça nous apprend à s'individualiser et à cultiver la juste place, notre juste fonction, notre juste rôle quand on est dans un groupe. Et à savoir se remettre en question et pas être accroché aussi à se dire c'est bon, j'ai cette fonction, j'ai ce rôle, ce sera pour toute ma vie. Non, en fait, je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas la fonction, la posture, de nouveau l'utilité. Et pour moi, c'est Dieu qui m'aide vraiment à être ce filtre. Wow, c'est super beau. C'est vrai que
en fait, comme on a tendance à vouloir répondre aux besoins des autres, quelque part, on peut se sentir comme le sauveur de ces personnes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Elsie, que l'idée, c'est pas de nous combler tous les besoins des gens, mais de les aider à chercher celui qui peut vraiment les combler. Et donc, oui, je suis d'accord. Instinctivement, on a tendance à vouloir être le sauveur, mais donnons la place au vrai sauveur et aidons nos amis ou les gens à chercher plutôt vers Jésus que vers nous. Ouais. Waouh. Ça c'est fort quoi. Ça c'est waouh. Excellent. Donc on arrive à la fin et donc là vous pouvez dire le mot de la fin. Ça peut être plus qu'un seul mot, ça peut être une phrase, un ensemble de phrases pour terminer cet épisode. Sur l'anéagramme, juste, je vous encourage à l'utiliser comme un outil. C'est un outil bien aiguisé, j'avoue. Mais c'est un outil qui permet d'avoir une bonne grille de lecture sur nos intentions. Donc ce sera mon mot de la fin. Je vous encourage vraiment à l'utiliser, mais à être entouré aussi pour quand vous allez l'utiliser. Ouais. Trop bien. Et moi, mon mot de la fin, c'était plus adressé aux deux et j'avais juste envie de dire, les deux, vous avez le droit d'exister pour vous-même. C'est beau. Même tout le monde a le droit d'exister pour eux-mêmes, mais les deux surtout. Ouais, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait tellement de bien. Donc voilà, j'avais envie de prendre. C'est fou. Wow, c'est trop beau. Eh ben merci, je me sens bien après ça. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé et tout. C'est la vulnérabilité que demande ce podcast. Je sais que c'est intense, alors merci pour. Je pense que ça va aider les gens à mieux aimer les deux. En tout cas, moi, ça va m'aider. Merci à toi, Sophie, de nous donner la parole. Oui, merci à toutes les deux. C'était chouette. Ouais, merci beaucoup.